L'hiver rigoureux de 1865 était abattu sur les vastes étendues sauvages des Laurentides avec une violence implacable. Jean-Baptiste Rocher, un coureur des bois au visage tanné par les éléments et aux yeux de la couleur d'un ciel des hivers délavés, avançait péniblement dans la neige qui lui arrivait aux genoux. Le vent glacial fouettait ses joues, mordant sa peau alors qu'il tentait de regagner son abri. Après 3 jours de chasse infructueuse, son unique butin se résumait à un maigre lièvre qui se balançait à sa ceinture. Alors qu'il suivait le sentier familier à travers la forêt des Épinettes, un détail inhabituel attira son attention. Une trace légère, à peine visible, perturbait la neige vierge et menait derrière un amas de rochers granitiques. Jean-Baptiste immobilisa, sa main glissant instinctivement vers le fusil en bandoulière sur son dos. Les années de solitude dans le Grand Nord lui avaient enseigné la prudence. « Hola !» lança-t-il, son souffle formant un nuage blanc dans l'air glacé. « Il y a quelqu'un ?» Le silence seul lui répondit. Ilès approcha des rochers avec méfiance. Ce qu'il découvrit le figea sur place. Blotti dans une crevasse étroite, les lèvres bleuies par le froid, se trouvait une petite fille autochtone, âgée de tout au plus 6 ans. Ses yeux noirs, écarquillés par la terreur, le fixaient avec intensité. « D'où Jésus ?» murmura Jean-Baptiste. Ilès agenouilla lentement, veillant à ne pas effrayer davantage. « Que fais-tu ici toute seule, petite ?» L'enfant se pressa davantage contre la pierre, tremblant violemment de froid et de peur. Jean-Baptiste scruta les alentours, cherchant un signe de son peuple. Les tribus aventuraient rarement aussi loin dans les terres en plein cœur de l'hiver. Un drame avait dû survenir. « Je ne te ferai aucun mal, » dit-il doucement en retirant son gant de cuir usé pour lui tendre la main. « Tu vas mourir de froid ici. » Comme elle ne bougeait pas, Jean-Baptiste soupira et déroula sa grosse écharpe de laine. Avec des gestes lents et mesurés, il la drapa autour des frêles épaules de l'enfant. « Ma cabane est pas loin. Il y a à manger et du feu, » expliqua-t-il en pointant la direction de son foyer. « Manger, » répéta-t-il en mimant le geste. Les yeux de la fillette suivirent ses mouvements, et une lueur de compréhension traversa son regard. Elle était visiblement affamée et transie. Après une hésitation, elle laissa Tom la soulever de sa cachette. Elle ne pesait presque rien dans ses bras. « Voilà, » murmura-t-il. « Allons te réchauffer. » Le retour vers la cabane sembla interminable avec ce précieux fardeau contre sa poitrine. Lorsqu'il poussa enfin la lourde porte de bois avec son épaule, la petite avait cessé de frissonner, ce qui inquiéta plus encore. L'intérieur était modeste mais accueillant, les braises rougeoyant encore dans l'âtre de pierre. Il déposa délicatement l'enfant sur sa paillasse et raviva le feu jusqu'à ce que les flammes dansent joyeusement, projetant une lumière dorée sur les murs de rondins. « Je m'appelle Jean, » dit-il en se désignant du doigt, tout en mettant une marmite de bouillon sur le feu. « Jean. » La fillette observait avec gravité, mais gardait le silence. Durant les jours qui suivirent, le trappé tenta de communiquer avec l'enfant qui ne prononçait toujours pas un mot. Il la surnomma « Petite Biche » en raison de sa nature craintive et observatrice. Il fabriqua des poupées rudimentaires avec de l'écorce de bouleau et sculpta de petits animaux en bois pour tenter de lui arracher un sourire. Peu à peu, la peur commença à se dissiper. Le 5e soir, alors qu'une tempête de neige hurlait aux fenêtres, Jean était assis près du feu, raccommodant une chemise déchirée. Petite Biche était assise en tailleur sur la peau des ours, jouant avec les figurines qu'il avait créées. « Non » murmura-t-elle soudainement, si doucement que Jean faillit ne pas entendre. Il leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu as dit ?» L'enfant toucha un des animaux en bois. « Un petit cheval ?» demanda Jean. « Non » répéta-t-elle un peu plus fort. Jean sourit. « C'est comme ça que tu l'appelles ?» Elle secoua la tête et pointa son propre thorax. « Kaya. » La compréhension illumina le visage buriné de Jean. « C'est ton nom ?» Elle hocha la tête solennellement. « Kaya » répéta-t-il avec soin. « C'est un très beau nom. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, les lèvres de Kaya étirèrent en un sourire timide. Alors que l'hiver desserrait lentement son étreinte sur la vallée, Jean fut confronté à une décision difficile.
La fonte des neiges rendrait possible le voyage vers le village de Saint-Laurent, où il pourrait chercher de l'aide pour retrouver le peuple de Kaya. Pourtant, l'idée de se séparer de enfant qui avait apporté une joie inattendue à son existence solitaire lui serrait le cœur d'une étrange tristesse. Un soir, alors qu'il partageait un ragoût de lièvre, Jean aborda le sujet. « Bientôt, nous pourrons essayer de retrouver ta famille, dit-il prudemment, ne sachant pas ce qu'elle comprenait. Kaya leva les yeux de son bol, son regard noir se remplissant soudain de larmes. Elle secoua vigoureusement la tête et prononça la plus longue suite de mots qu'il ait jamais entendus de sa bouche. Tous partis. Homme méchant venu. Tout le monde dormait. Je me suis caché. Tous partis. Le cœur de Jean se serra alors que le sens de ces mots brisés devenait clair. Il avait entendu des rumeurs des expéditions punitives contre les campements autochtones, mais il avait espéré que Kaya était simplement égaré. « Tu n'as plus personne ?» demanda Théil doucement. Elle le pointa du doigt, son petit index ne tremblant pas. « Toi. » À cet instant, Jean-Baptiste Rocher, qui avait assez 15 ans seul dans les bois, prit une décision qui allait changer leurs deux vies à jamais. « Oui, dit-il, la voix enrouée par l'émotion. Tu aimes à moi, maintenant. Et moi, je t'ai, et toi, petite biche. » 8 années écoulèrent comme elle, eau vive dévalant les ruisseaux de montagne entourant la cabane. Kaya était plus l'enfant effrayé trouvé dans la neige, elle était devenue une jeune femme de 14 ans, capable et dotée d'une force tranquille qui rappelait à Jean la montagne elle-même. Il était installé dans une vie commune, appartenant ni tout à fait au monde des Blancs, ni aux traditions de ses ancêtres. Jean avait enseigné à Kaya tout ce qu'il savait sur la survie, pister le gibier, poser des pièges et prédire la météo en observant le comportement des oiseaux. En retour, elle avait partagé des fragments du savoir de son peuple, quelles plantes soignaient les plaies, comment se déplacer en silence dans la forêt, et des mots de sa langue maternelle que Jean mémorisait avec soin. « Tu tiens mal ton couteau. » Encore, dit Kaya avec une pointe d'amusement en regardant Jean tenter maladroitement de racler une peau de cerf. Après toutes ces années, tu le tiens toujours comme si tu voulais poignarder quelque chose. Jean rit doucement en ajustant sa prise. Je suppose qu'il est difficile d'apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Leur cabane était agrandie au fil des ans. Une seconde pièce avait été ajoutée pour Kaya, des étagères remplies de livres que Jean troquait lors de leur rare voyage au comptoir de traite, et un petit potager où il faisait pousser des légumes durant les brefs étés du Nord. Jean, dit Kaya ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu, sa voix inhabituellement hésitante. Quand nous irons au village le mois prochain, je veux visiter l'école. Jean leva les yeux des hameçons qu'il façonnait. L'école? Pourquoi faire? Pour apprendre, répondit-elle simplement. Il y a des choses dans tes livres que je ne comprends pas, et je veux apprendre à mieux écrire. Le front de Jean se plissa. Leur visite au village de Saint-Laurent était toujours brève et tendue. Malgré les années écoulées, les préjugés envers les Autochtones restaient tenaces dans la région. Tu sais comment sont les gens en ville, dit-il avec précaution. Ils pourraient ne pas t'accueillir à bras ouverts. Je sais, reconnut Kaya, ses yeux reflétant la lueur du feu. Mais je veux quand même essayer. Jean étudia son visage déterminé et reconnut le pli obstiné de sa mâchoire. C'était la même expression qu'elle arborait lorsque elle avait insisté pour apprendre à chasser au fusil à 10 ans. D'accord, concéda Théil. Nous parlerons à Madame Leblanc, l'institutrice. Elle semble être une femme juste. Kaya sourit, le soulagement évident sur ses traits. Merci. C'était la même expression résolue qu'elle avait affichée lorsque elle avait insisté pour apprendre le maniement du fusil à l'âge de 10 ans. D'accord, concéda Jean. Nous irons parler à Madame Leblanc, l'institutrice. C'est une femme d'esprit et de cœur. Kaya sourit, le soulagement adoucissant ses traits. Merci. Leur voyage vers le village, le mois suivant, s'avéra bien plus mouvementé que prévu. Alors qu'ils approchaient des bâtiments en bois brut qui constituaient le hameau de Val-des-Pins, ils remarquèrent une agitation inhabituelle, des chariots chargés de vivres, des hommes armés arpentant les rues boueuses et une atmosphère lourde de menaces. Il est passé quelque chose, murmura Jean en attachant leurs chevaux devant le magasin général. À l'intérieur, le comptoir habituellement calme bourdonnait de conversations feutrées.
Le propriétaire, Henri Jolin, hocha la tête en signe de reconnaissance lorsque Jean entra, suivi de près par Kaia. Rocher, grogna Jolin. C'est rare de te voir par ici à cette époque de l'année. J'y avais juste besoin de quelques provisions, répondit Jean d'un ton dégagé. Le village semble bien agité. Jolin baissa la voix, se penchant par-dessus le comptoir. Il y a des problèmes avec des maraudeurs. Une ferme a été attaquée à 30 kilomètres au sud. La famille a été massacrée, le bétail volé. Jean sentit Kaia se raidir à ses côtés. Des maraudeurs, demanda-t-il, gardant une voix neutre. Des sauvages, cracha Jolin avec mépris. L'armée a été appelée. Le capitaine Morel et ses hommes sont arrivés hier. Ils organisent une battue. Son regard glissa vers Kaia, son expression se durcissant. Je suis surpris que tu gardes encore celle-là avec toi, Rocher. On ne sait jamais quand leur nature sauvage peut reprendre le dessus. La main de Jean se crispa sur la liste de provisions qu'il tenait. Kaia et ma famille, Henri. Je te prierai de garder tes réflexions pour toi. La tension dans le magasin monta d'un cran. Plusieurs clients étaient arrêtés pour observer l'échange. Sans offense, dit Jolin avec un sourire faux. Je ne fais qu'énoncer des faits. Tout le monde sait qu'on ne peut pas civiliser ces gens-là. Avant que Jean ne puisse riposter, la porte du magasin ouvrit à la volée et un officier en uniforme entra, suivi de 2 soldats. Les galons sur son épaule identifiaient comme le capitaine Morel. Nous avons besoin de volontaires pour une piste, annonça le capitaine sans préambule. Tout homme connaissant le territoire est requis. Son regard balaya la pièce et arrêta sur Kaia. Quelque chose changea dans ses yeux, une lueur de calcul froid qui poussa Jean à faire un pas protecteur vers elle. Vous, là, lança Morel à elle, adresse de Jean. Cette fille, elle est de leur sang, et ce pas. C'est ma fille, répondit Jean fermement. La bouche du capitaine pétilla en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Intéressant. Elle pourrait nous être utile. Les renégats que nous traquons parlent sa langue. Elle pourrait nous aider à communiquer si nous les rattrapons ou servir des appâts. Nous sommes juste ici pour des provisions, dit Jean, sa voix sourde. Je ne tiens pas à me mêler des affaires de l'armée. Ce ne sont pas seulement les affaires de l'armée, répliqua Morel. C'est affaire de tous quand des colons sont assassinés dans leur lit. Il avança un pas. Je pourrais réquisitionner ses services, vous savez. Pour le bien de la colonie. L'air dans le magasin sembla se raréfier. Jean ressentait la peur de Kaia, bien que son visage restât de marbre. Ce ne sera pas nécessaire, intervint une nouvelle voix depuis entrée. Madame Leblanc, institutrice, se tenait là, ses traits habituellement doux figés par la sévérité. Monsieur Rocher et sa fille sont attendus à l'école cet après-midi. Nous devons discuter de son instruction. Le capitaine Morel parut surpris. De l'instruction? Pour une fille des bois? Pour tout enfant qui souhaite apprendre, répondit Madame Leblanc avec fermeté. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons des sujets à aborder. Sans attendre de réponse, elle fit signe à Jean et Kaia de la suivre. Une fois dehors, abri des oreilles indiscrètes, elle parla rapidement. Vous devez quitter la ville, Jean. Il y a une milice qui se forme, et ils ne cherchent pas seulement les pillards. Certains hommes parlent de chasser tous les autochtones de la région, sans distinction. Jean hocha la tête avec gratitude. Merci, Élisabeth. Nous partons tout de suite. Attendez, dit Madame Leblanc en fouillant dans sa sacoche. Elle en sortit plusieurs livres reliés de cuir et les pressa dans les mains de Kaia. Pour tes études. Nous organiserons de vraies leçons quand les choses se seront calmées. Kaia serra les livres contre sa poitrine, les yeux brillants d'émotion. Merci, murmura-t-elle. Alors que éloignait de Val-des-Pins au galop, Jean ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait basculé. La paix relative que était haillée semblait soudainement bien fragile. Nous devrions plier bagages et aller plus loin au nord, dit-il alors qu'ils établissaient leur campement ce soir-là. Peut-être vers les territoires inexplorés du Labrador. Kaia leva les yeux de un de ses nouveaux livres.
À cause de ce qui est passé aujourd'hui? Jean hocha la tête, tisonnant leur petit feu. Ce N est plus sûr ici. Ce N a jamais été sûr, dit doucement Kaya. Nous avons juste fait semblant que ça elle était. Ces mots restèrent suspendus dans l'air nocturne, lourd de vérité. Jean ne trouva rien à répondre. La décision de quitter leur cabane imposa plus tôt qu'il ne elle avait prévu. 3 jours après leur retour du village, Jean fut réveillé avant l'aube par Kaya qui le secouait avec urgence. Des cavaliers arrivent, chuchota elle, ses yeux noirs écarquillés dans la pénombre. 6, peut-être 7. Encore loin, mais ils vont vite. Jean fut instantanément alerte, saisissant son fusil. Comment le sais-tu? Je ne pouvais pas dormir. J'y étais dehors à regarder les étoiles quand je les ai entendus. LS activait déjà, rassemblant les vivres essentiels dans des sacs avec une efficacité redoutable. Jean ne posa pas d'autres questions. Au fil des ans, il avait appris à faire confiance au sens aiguisé de Kaya, un héritage de son enfance qui les avait sauvés du danger plus d'une fois. Prends seulement le nécessaire, ordonna-t-il en enfilant ses bottes. Nous prendrons le sentier de la crête haute. Si ce sont des soldats, ils ne connaîtront pas ces passages. En moins de 15 minutes, ils avaient scellé les chevaux et chargé les munitions, la viande séchée, les couvertures et les précieux livres de Kaya. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Jean marqua une pause, regardant en arrière vers la cabane qui avait été son foyer pendant près de 25 ans. Nous ne reviendrons peut-être jamais, dit-il doucement. Kaya toucha son bras avec tendresse. La maison N est pas un lieu, Jean. C'est et toi qui aimes, as appris ça. Ils chevauchèrent dur dans l'obscurité pré-aube, empruntant un sentier étroit qui serpentait à flanc de montagne. En milieu de matinée, ils atteignirent un point d'observation qui leur permettait de dominer la vallée. Au loin, ils virent un groupe d'hommes en uniforme encercler leur cabane. Même de cette hauteur, l'éclat des torches était visible. Il la brûle, dit Kaya d'une voix blanche, regardant les flammes commencer à engloutir la structure de bois. Le visage buriné de Jean resta impassible, mais ses jointures blanchirent alors qu'il serrait les rênes. Continuons. Pendant 2 semaines, ils voyagèrent vers le nord, restant dans la nature sauvage et évitant les villages. Le temps estival rendait le voyage plus facile qu'il aurait pu être, mais le gibier était rare et ils devaient rationner leurs provisions avec soin. Le 16e jour, alors qu'ils traversaient une prairie bordée de trembles, Kaya leva soudain la main en signe d'avertissement. Jean arrêta immédiatement sa monture, scrutant les environs. Que y a-t-il? Chuchota-t-il. Kaya pointa silencieusement un bosquet d'arbres devant eux. Jean plissa les yeux, repérant enfin ce qu'elle avait déjà détecté, un mince filet de fumée élevant au-dessus de la cime des arbres. Ça pourrait être un trappeur ou un prospecteur, suggéra-t-il à voix basse. Ou des soldats, contra Kaya. Nous devrions contourner. Jean hésita. Leur réserve était dangereusement basse, et la perspective de pouvoir faire du troc avec un confrère coureur des bois était hantante. Après un moment de réflexion, il prit une décision. Reste caché avec les chevaux. Je vais aller en éclaireur voir qui est là. Kaya fronça les sourcils. Nous devrions rester ensemble. Si c'est quelqu'un des amicales, je te ferai signe. Sinon, il vaut mieux que tu sois hors de vue. Voyant sa réticence persister, il ajouta, « Fais-moi confiance, petite biche. » Elle céda à elle, usage de son surnom d'enfance, mais son expression resta troublée alors que Jean lui tendait les rênes de son cheval et avançait à pied, fusil au poing. En approchant du bosquet, Jean se déplaça avec la furtivité que des années de vie sauvage lui avaient enseignée. La fumée provenait d'un petit feu de camp autour duquel 3 hommes étaient assis, parlant à voix basse. Ils portaient des vêtements civils, mais les fusils militaires posés à proximité disaient tout ce que Jean avait besoin de savoir, des chasseurs de primes ou des éclaireurs civils travaillant avec ailes d'armée. Il s'apprêtait à battre en retraite lorsque une brindille craqua sous sa botte. Instantanément, les 3 hommes furent sur leurs pieds, armes braquées dans sa direction. « Sors de là les mains en l'air !» cria un des eux. Jean évalua ses options et décida que courir ne ferait qu'empirer les choses. Lentement, il émergea de sa cachette, gardant son fusil pointé vers le sol.
Je ne fais que passer, lança Théil. Je ne cherche pas des ennuis. Les hommes ne baissèrent pas leurs armes. Le plus âgé des trois, un homme grisonnant avec une cicatrice barrant sa joue, avança. Vous êtes loin de tout, ami. Qu'est-ce qui vous amène par ici? La chasse et la trappe, répondit Jean avec aisance, le mensonge venant naturellement. Le gibier se fait rare au sud. Les hommes échangèrent des regards sceptiques. Vous êtes seul? Demanda homme à la cicatrice. Oui, répondit Jean, gardant un visage neutre. Le plus jeune des trois hommes contourna Jean par la gauche, scrutant les arbres derrière lui. J'y ai vu 2 jeux de traces dans la prairie, commenta Théil. Des traces de chevaux menant à ma bête de somme, expliqua Jean. Elle est attachée un peu plus loin. Ça vous dérange si on jette un coup d'œil? Demanda homme cicatrisé, bien que son ton indiqua clairement que ce n'était pas une question. Avant que Jean ne puisse répondre, un cri vint au-delà des arbres, de la direction où il avait laissé Kaya. J'y ai trouvé quelque chose, les gars. La voix appartenait à un 4e homme que Jean avait pas remarqué, un qui avait dû contourner le campement pendant que les autres retenaient son attention. Le sang de Jean se glaça. Sans réfléchir, il leva son fusil. Mais avant qu'il ne puisse tirer, quelque chose de dur percuta l'arrière de son crâne. Le monde bascula sur le côté alors qu'il s'effondrait au sol, la conscience lui échappant malgré sa lutte désespérée pour rester éveillé. Le monde bascula sur le côté alors qu'il s'effondrait au sol, la conscience lui échappant malgré sa lutte désespérée pour rester éveillé. Quand il revint à lui, le soleil avait tourné dans le ciel. Son crâne pulsait une douleur sourde et vicieuse, et ses mains étaient entravées dans son dos par une corde rugueuse. Sa vision éclaircie peu à peu, il était adossé à un arbre, au milieu du campement des chasseurs. De Kaya, nulle trace. Homme à la cicatrice remarqua son réveil et approcha, accroupissant à sa hauteur. Tiens, enfin de retour parmi nous? Vous avez pris un sacré coup. Où est-elle? Exigea Jean d'une voix râpeuse. La petite sauvage? Homme ricana, dévoilant des dents jaunies par le tabac. C'est une belle prise. Le capitaine Morel vous cherche tous les deux depuis des semaines. Il y a une jolie prime à la clé. Hélène a rien fait de mal, gronda Jean en testant la solidité de ses liens. Les nœuds tinrent bon. Peut-être, peut-être pas. Mais elle est de leur sang, et par les temps qui courent, ça suffit amplement. Homme se releva en époussetant son pantalon. Nous levons le camp à la première lueur. Morel la veut au fort pour interroger sur ces renégats. Esprit de Jean emballa. Laissez-moi la voir. Le balafré sembla considérer la demande, puis haussa les épaules. Je ne vois pas le mal. Essayez juste rien de stupide. Jolin à la gâchette facile. Il fit signe à un de ses compagnons, qui disparut à l'orée du camp. Un instant plus tard, il revenait avec Kaya. Ses mains étaient liées comme celles de Jean, et un bleu commençait à assombrir sa pommette, mais ses yeux brillaient d'un feu de défi intact. Jean, dit dès qu'elle aperçut. Est-ce que tu es blessé? Je vais bien, assura Théil, un soulagement immense envahissant à sa vue. Juste une bosse. Homme à la cicatrice autorisa à asseoir près de Jean avant de reculer de quelques pas pour leur laisser une illusion d'intimité, bien qu'il restât à portée des oreilles. Écoute bien, chuchota Jean en se penchant comme pour examiner la blessure sur son visage. À la tombée de la nuit, tiens-toi prête. J'y ai presque réussi à libérer mes mains. Kaya fit un signe de tête imperceptible. Ils ne sont que 4, murmura Théil en retour. Le plus jeune prendra le premier tour de garde. Hélène arrête pas de lorgner sur les bouteilles dans leur sac. Jean ne put empêcher de sourire malgré la gravité de leur situation. Elle avait observé et planifié, exactement comme il le lui avait appris. Alors que obscurité descendait sur le campement, leurs ravisseurs ravivèrent le feu et se passèrent une bouteille d'eau-de-vie pour célébrer leur prise. Le plus jeune, comme Kaya avait prédit, fut assigné à la première garde tandis que les autres installaient pour dormir. 1 heure passa, puis une autre. Le jeune garde, après plusieurs gorgées furtives à sa flasque, commença à piquer du nez. Son menton tomba sur sa poitrine, se releva par à-coups,
puis finit par rester bas. Des ronflements légers élevèrent bientôt de sa silhouette affaissée. Jean, qui avait patiemment travaillé ses liens, sentit enfin la corde céder. Avec des mouvements prudents, il libéra ses mains et attaqua aux attaches de Kaya. « On prendra un de leurs chevaux, murmura-t-il alors que les cordes tombaient. On filera vers elle et, vers la rivière. » Mais alors qu'il rampait vers la lisière du camp, la forme endormie de l'homme à la cicatrice remua soudainement. Ses yeux ouvrirent brusquement, instantanément alerte malgré l'alcool. Et cria-t-il en se ruant sur son fusil. Il échappe. Le camp explosa dans le chaos. Jean plongea vers elle, arme la plus proche, un couteau de chasse oublié près du feu. Alors que le balafré levait son fusil, Kaya saisit une branche enflammée du foyer et la projeta sur lui. L'homme hurla alors qu'une pluie d'étincelles et de braises lui fouettait le visage, son tir partit dans le vide. « Cours !» hurla Jean à Kaya, en repoussant un coup de lame un autre chasseur de primes qui fonçait sur lui. Ils élancèrent hors du cercle de lumière, sprintant dans les ténèbres de la forêt avec les bruits de la poursuite talonnant leurs pas. Une détonation claqua, faisant éclater l'écorce d'un arbre près de la tête de Jean. Une autre suivit, et un cri de douleur lui échappa alors qu'une balle lui éraflait le flanc. « Jean !» cria Kaya en se retournant. « Continue. » Elle t'exhorta-t-il, pressant une main sur son côté en sang. « Je suis juste derrière toi. » Ils coururent à travers la nuit, les cris de leurs poursuivants estompant peu à peu derrière eux. Lorsqu'ils ne purent aller plus loin, ils se réfugièrent dans un fourré dense de sous-bois. Kaya examina sa blessure à la faible lueur de la lune. « Ce n'est pas profond, » dit-elle en déchirant une bande de sa chemise pour le bander. « Mais tu perds du sang. » Jean hocha la tête sombrement. « Nous devons continuer à bouger. Ils ont des chevaux. »« Tu as besoin de repos, » insista Kaya. Elle désigna la végétation environnante. « Je connais ces plantes. Je peux préparer quelque chose pour la douleur et pour prévenir la fièvre. » Tandis qu'elle activait, cueillant des feuilles et des racines spécifiques avec des mains expertes, Jean observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. L'enfant effrayé qu'il avait trouvé dans la neige était devenue une jeune femme remarquable, forte et ingénieuse. Pourtant, il avait échoué à la protéger des préjugés et du danger qu'il avait toujours redouté. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « C'est ma faute. » Kaya interrompit dans sa tâche, levant vers lui un regard surpris. « Comment cela pourrait-il être ta faute? J aurait dû nous emmener plus loin, quelque part de plus sûr. » Elle secoua la tête fermement. « Il n'y a pas de « quelque part de plus sûr », Jean. Pas pour des gens comme nous. » Elle recommença à écraser les plantes entre deux pierres. « Mais nous avons un autre. C'est tout ce qui compte. » À l'aube, ils reprirent leur route vers elle et, avançant avec précaution sous le couvert des arbres. La blessure de Jean, bien que douloureuse, avait cessé de saigner grâce aux soins de Kaya. Leur préoccupation immédiate était de trouver de l'eau et de la nourriture, ayant dû abandonner toutes leurs provisions. À la mi-journée, ils atteignirent les berges d'une large rivière. L'eau fraîche fut une bénédiction, leur permettant de boire abondamment et de nettoyer la plaie de Jean plus minutieusement. « Nous suivrons le cours des eaux vers le nord, » décida Jean. « Il devrait nous mener vers. » Il interrompit alors que Kaya se raidissait soudainement à ses côtés, la tête tournée brusquement vers la forêt dont il venait d'émerger. « Que y a-t-il » demanda-t-il en saisissant le couteau qu'ils avaient volé. « Des chevaux, » chuchota-t-elle. « Beaucoup. » Jean tendit l'oreille et capta enfin ce que Kaya avait déjà détecté, le bruit distant mais grandissant de sabots frappant la terre. Le son des cavaliers en approche ne leur laissait que peu d'options. La rivière devant eux était rapide et profonde, la traversée serait risquée, surtout avec Jean blessé. La forêt derrière offrait une couverture, mais elle deviendrait un piège si les poursuivants se déployaient pour fouiller la zone. « Nous devons nous séparer, » dit Jean avec urgence. « Je vais les attirer ailleurs pendant que tu traverses. » Les yeux de Kaya flamboyèrent de détermination. « Non. On reste ensemble. » Avant que Jean ne puisse argumenter, elle scrutait déjà les environs avec une intensité farouche. Son regard se fixa sur un point en aval,
là où la berge S élevait en un surplomb rocheux. Là, dit elle en pointant du doigt. Sous ces rochers, L.O. a creusé une cavité. Ils se déplacèrent rapidement le long de la berge, le bruit des cavaliers devenant de plus en plus fort. Arrivé au surplomb, Kaya se glissa dans L.O., faisant signe à Jean de la suivre. Le courant était fort mais gérable. Alors qu'ils pataugeaient près des rochers, dissimulés par le surplomb, ils découvrirent ce que Kaya avait deviné, une grotte peu profonde érodée dans la rive. L'entrée était presque entièrement submergée, mais il y avait juste assez d'espace à l'intérieur pour garder la tête hors de L.O. Ils se pressèrent le plus loin possible au fond, L.O. glacial de la rivière enveloppant leurs épaules. Quelques minutes plus tard, le tonnerre des sabots atteignit la rive qu'ils venaient de quitter. À travers le rideau des eaux qui s'écoulait devant l'entrée de la grotte, ils distinguaient les formes floues des hommes montés. Au moins une douzaine, bien plus que les simples chasseurs de primes. Les soldats étaient joints à la traque. Vérifiés en amont et en aval. Ordonna une voix autoritaire. Ils n'ont pas pu aller loin. L'homme est blessé. Les cavaliers se dispersèrent, plusieurs longeant la rive dans les deux directions. Jean et Kaya restèrent immobiles dans leur cachette, L.O. frigide engourdissant leur corps alors que les heures étiraient interminablement. Par moments, des cavaliers passaient tout près de leur position, mais aucun ne découvrit leur sanctuaire submergé. Alors que le crépuscule approchait, l'état de Jean empira. L.O. froide avait ralenti le saignement, mais elle drainait aussi ses dernières forces. Son visage était devenu cireux, et il tremblait de manière incontrôlable. « Nous devons bouger bientôt, » chuchota Kaya, ses propres lèvres bleuies par le froid. « Tu vas mourir si on reste dans cette eau plus longtemps. » Jean hocha faiblement la tête. Après la nuit noire, parvint-il à articuler à travers le claquement de ses dents. Quand la nuit tomba enfin, ils émergèrent avec précaution de leur cachette. Jean tenait à peine debout, appuyant lourdement sur Kaya alors qu'il remontait la berge glissante. La forêt était silencieuse autour d'eux, mais il savait que les soldats pouvaient encore rôder, attendant le lever du jour pour reprendre la traque. « Il nous faut un abri et du feu, » dit Kaya, soutenant le poids de l'homme. « Et je dois soigner cette blessure correctement. » Ils progressèrent lentement dans l'obscurité, guidés par le sens de l'orientation instinctive de la jeune fille, une boussole intérieure que Jean avait cessé de questionner depuis longtemps. Après près d'une heure d'efforts pénibles, ils tombèrent sur ce qui semblait être une vieille hutte de trappeurs à abandon, le toit à moitié effondré, mais offrant encore une protection contre les éléments. À l'intérieur, Kaya aida Jean à allongé sur un lit de branches de sapin qu'elle avait rassemblé à la hâte. Sa peau brûlait désormais de fièvre, et la plaie à son flanc était rouge et enflammée. « Reste avec moi, » murmura-t-elle tout en affairant à allumer un petit feu sans fumée, utilisant des techniques que son peuple avait perfectionnées au fil des générations. « Je dois trouver des herbes pour tirer l'infection. » Jean sombrait et émergeait de la conscience tandis que Kaya veillait sur lui tout au long de la nuit. Elle appliqua des cataplasmes faits de plantes cueillies aux alentours de la hutte, le força à boire des tisanes au goût amer et contint sa fièvre avec des linges frais trempés dans un ruisseau voisin. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jean oscilla entre la vie et la mort, tandis que Kaya luttait pour le garder parmi les vivants. Elle dormait à peine, vérifiant constamment sa température, changeant ses pansements et éclipsant brièvement pour récolter des autres plantes médicinales ou chasser du petit gibier pour leur subsistance. Au 4e matin, Jean éveilla avec elle esprit clair pour la première fois. Kaya dormait à ses côtés, l'épuisement ayant finalement eu raison d'elle. Son visage, même dans le sommeil, portait les stigmates des derniers jours, des cernes sombres sous les yeux et de nouvelles rides d'inquiétude au coin de la bouche. Jean observa un long moment, le cœur gonflé d'une fierté paternelle, et de quelque chose de plus, un profond respect pour la femme qu'elle était devenue. Sans son savoir et ses compétences, il serait assurément mort. Lorsque Kaya éveilla, elle porta immédiatement la main au front de Jean. « La fièvre est tombée, » dit-elle, le soulagement évident dans sa voix. « Grâce à toi, » répondit Jean faiblement. « Tu aimes à sauver la vie, petite biche. » Elle sourit à entendre de ce surnom des enfances. « Nous sommes quittes, maintenant. » Alors que Jean reprenait des forces au cours des jours suivants, ils commencèrent à planifier leur prochaine étape. Les soldats finiraient par abandonner les recherches,
mais retourner vers les zones habitées restait dangereux. J'y ai réfléchi, dit Kaya un soir, alors qu'ils partageaient un ragoût de lapin. À ce que Madame Leblanc a dit avant que nous quittions Val-des-Pins. Jean haussa un sourcil. Elle a mentionné que son frère vivait dans les territoires de l'Ouest, au-delà des Rocheuses. Elle a dit que les gens là-bas, les colons comme les autochtones, vivent différemment. Qu'ils acceptent mieux les familles comme la nôtre. L'Ouest, répéta Jean pensivement. Est un long voyage. Oui, admit elle. Mais qu'est-ce qui nous attend ici, à part plus de fuites? Jean pesa ses mots. Il fuyait depuis si longtemps. D'abord les souvenirs de ce qui était arrivé au peuple de Kaya, puis les préjugés des villages, et maintenant la loi elle-même. Peut-être était-il temps d'arrêter de courir et de trouver un endroit où il pourrait vraiment recommencer. Parle-moi encore de cet endroit, dit-il. Le visage de Kaya illumina. Madame Leblanc a dit qu'il y a des forêts plus denses que toutes celles que nous avons vues, et des montagnes qui touchent les nuages. Le gibier y est abondant. Son frère travaille comme guide, elle a dit qu'il pourrait avoir besoin d'un partenaire qui connaît la nature sauvage. Et toi? Que ferais-tu là-bas? Apprendre, dit-elle simplement. Madame Leblanc a écrit une lettre de recommandation pour l'école de la mission. Elle a dit qu'il pourrait me laisser étudier, peut-être même enseigner un jour. Ses yeux brillaient d'un espoir que Jean n'avait pas vu depuis des années. Je pourrais aider des autres enfants coincés entre deux mondes. 2 semaines plus tard, lorsque la blessure de Jean fut suffisamment cicatrisée pour supporter le voyage, ils mirent le cap vers l'Ouest. Le périple fut long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis des années, ils avançaient avec un but précis plutôt qu'avec la peur au ventre. Ils voyageaient de nuit lorsqu'ils traversaient des plaines découvertes, évitant les forts et les avant-postes militaires. Lorsqu'ils avaient besoin de vivre, Jean approchait seul des fermes isolées, troquant des fourrures et offrant ses bras pour le travail en échange de ce dont ils avaient besoin. La plupart des familles de pionniers étaient trop occupées par leur propre survie pour poser des questions à un trappeur solitaire. Alors qu'ils franchissaient la ligne de partage des eaux, le paysage commença à changer. La beauté austère des pics rocheux céda la place à des collines ondoyantes et finalement à des forêts si vastes et si vertes qu'elles semblaient étendre jusqu'au bout du monde. Un matin, alors qu'ils campaient sur une crête surplombant une vallée noyée de brume, Kaya se tenait face au soleil levant, une expression de paix sur le visage que Jean avait rarement vue. « Nous allons y arriver, est-ce pas ?» demanda-t-elle sans se retourner. Jean la rejoignit au bord du précipice. « Oui, dit-il avec une certitude tranquille. Nous allons y arriver. »« Quand nous serons là-bas, demanda Kaya avec hésitation, diras-tu aux gens que je suis ta fille? » Jean la regarda avec surprise. « Tu es ma fille, de toutes les manières qui comptent. » Elle hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur l'horizon. « Il y a un dicton chez mon peuple, le sang vous rend parents, la loyauté fait de vous une famille. » De sages paroles, commenta Jean. « Ma mère avait l'habitude de les dire, murmura Kaya. C'était la première fois qu'elle mentionnait sa famille biologique. J'y étais très jeune, mais je me souviens de sa voix. » Jean garda le silence, lui laissant l'espace nécessaire pour continuer si elle le souhaitait. J'y étais en colère, avant, admit-elle après un moment. Contre les soldats pour ce qu'ils ont fait à mon peuple, contre les colons pour avoir pris nos terres, parfois même contre toi, pour ne pas être des miens. Elle se tourna pour lui faire face. Mais je ne suis plus en colère. Tu as appris que la famille, ce n'est pas où on vient, mais qui reste à vos côtés quand la tempête se lève. Jean sentit sa gorge se serrer sous d'émotion. Tu as appris la même chose, petite biche. Alors que le soleil élevait pleinement au-dessus des montagnes, baignant la vallée en contrebas d'une lumière dorée, Jean Rocher et sa fille Kaya se tenaient côte à côte, regardant vers un avenir qu'aucun d'eux aurait pu imaginer ce jour des hivers glacial, tant des années auparavant, lorsque le destin les avait réunis dans la neige. Ils avaient beaucoup perdu en chemin, une cabane remplie de souvenirs, la sécurité d'un environnement familier, et même leur place dans le monde qu'ils avaient connu. Mais ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux. Une famille forgée non par le sang, mais par le choix, par le sacrifice, et par le lien indestructible entre un coureur des bois solitaires et une petite fille perdue qui lui avait sauvé la vie, de bien plus d'une façon.